Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Jean-Louis Borloo, au chevet des banlieues, l'ancien ministre de la Ville a présenté son plan ce matin à Édouard Philippe. Il dénonce le scandale absolu des quartiers abandonnés et propose un fonds de 5 milliards d'euros tout en appelant à un sursaut de la nation. Le détail dans un instant. Les expulsions pourront reprendre après le 14 mai sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les habitants dont la situation ne sera pas régularisée à ces dates devront partir. Mise en garde ce matin du Premier ministre, un ultimatum qui risque de raviver les tensions sur place. On en parle dans cette édition. Événement à Paris, pour la première fois depuis hier, près de 70 pays sont réunis pour aborder la question du financement du terrorisme. Car malgré la chute militaire de Daesh, l'État islamique détiendrait encore des ressources financières pour survivre une quinzaine d'années. Le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Nora Améadi en direct des États généraux de la politique de la ville à Paris et Quentin Calmet en direct du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Le plan Borloo enfin dévoilé ce matin à Matignon, très attendu des élus de banlieue, il propose la création d'un fonds de 5 milliards d'euros. L'ancien ministre de la Ville met néanmoins en garde contre un risque de nouvel apartheid si rien n'est fait pour les quartiers. Samia Dechir. Il ne veut pas d'un énième plan banlieue. Le rapport Vivre ensemble, présenté ce matin par Jean-Louis Borloo au Premier ministre, propose une nouvelle méthode. Coordonner tous les acteurs bien au-delà du gouvernement pour lancer en urgence 19 grands chantiers. Parmi eux, l'emploi, avec le recrutement dans les quartiers prioritaires de la ville de 50 000 apprentis dans le service public et de 105 000 personnes dans l'armée et les services à la personne. Jean-Louis Borloo veut également relancer la rénovation urbaine en lançant d'urgence 400 projets de construction, destruction et réhabilitation déjà identifiés. Cette rénovation urbaine qui avait métamorphosé une partie des quartiers mais qui est à l'arrêt depuis 4 ans. Donc ramener des grues partout, changer le visage des quartiers. Autre grand chantier, l'école. Le rapport propose entre autres des petits déjeuners et déjeuners gratuits dans les réseaux d'éducation prioritaires, la rénovation de 400 établissements. Mais il s'agit surtout de mettre l'école en lien avec tous les acteurs d'un territoire pour en faire une cité éducative. Un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc ça va être des magnifiques cités éducatives avec énormément de moyens humains et d'accompagnement, sport, culture, etc. Jean-Louis Borloo propose également la création d'une cour d'équité territoriale. Chaque responsable public devrait prouver devant elle, chiffres à l'appui, quels moyens ont été déployés pour réduire les inégalités d'accès aux services publics. Toutes ces mesures sont des préconisations faites à l'exécutif. Emmanuel Macron devrait annoncer fin mai ce qu'il compte retenir du rapport Borloo. Dans le reste de l'actualité, un nouveau délai a donc été fixé pour les occupants illégaux de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ils devront quitter les lieux avant le 14 mai sous peine d'expulsion. Une annonce du Premier ministre qui n'est pas un réel geste d'apaisement selon les zadistes sur place. Explication Nelson Jetten. Une trêve jusqu'au 6 juin, c'est ce qu'avait promis la préfète de Loire-Atlantique Nicole Klein aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Mais ce matin, Édouard Philippe a clairement raccourci les délais. Le 14 mai, M. Cohen, la préfète va convoquer pour le 14 mai, plus exactement, la première réunion du comité qui a vocation à analyser les dossiers déposés par ceux des occupants illégaux qui veulent rentrer dans le droit chemin, si j'ose dire, en tout cas dans le droit commun. À partir du moment où ces procédures-là sont en œuvre, ceux qui ont choisi de ne pas s'y insérer devront avoir quitté les lieux. Concernant ces dossiers, 41 ont été déposés en préfecture en début de semaine, ce qui représente la quasi-totalité de la zone. Parmi eux, 28 sont purement agricoles et le reste porte sur l'artisanat ou la distribution. Selon les Républicains, ce processus de régularisation des zadistes témoigne d'un laxisme du gouvernement. Pensez-vous qu'il y ait là un esprit de respect d'autorité de l'État ? L'autorité de l'État, elle n'existe pas sur ce dossier. L'État a complètement reculé. Et quand vous êtes un zadiste révolutionnaire qui occupait des terrains de manière illégale pendant des années, vous signez un papier et vous pouvez rester sur le territoire. Mais là, je pense que c'est une faute grave et ce n'est pas une bonne leçon qu'on donne. Malgré cette trêve, les 2000 gendarmes déployés depuis le début de l'opération le 9 avril resteront autour de la zone. Une opération qui, selon un calcul du Figaro, aurait déjà coûté plus de 5 millions d'euros.
La leçon du professeur Blanquer aux enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale publie aujourd'hui 4 circulaires qui détaillent ses recommandations précises pour l'apprentissage de la lecture et du calcul. Les explications de Maud Guillot. Les recommandations portent même sur le choix du cahier. L'objectif de ces circulaires, redresser les résultats scolaires des écoliers en baisse depuis plusieurs années. En français, Jean-Michel Blanquer préconise 2 exercices d'écriture de 15 minutes par jour. Autre directive, une dictée quotidienne de 10 à 15 minutes. 3 heures par semaine dédiées à la grammaire et au vocabulaire. Enfin, le ministre conseille 5 à 10 livres étudiés dans l'année pour les élèves du CP au CE2. Côté mathématiques, pas de répit non plus pour les petits français. Les textes publiés demandent qu'un élève sache compter jusqu'à 30 en fin de grande section de maternelle. Au CP, les écoliers doivent connaître les tables d'addition par cœur. Enfin, il est demandé aux enseignants de consacrer 15 minutes de calcul mental par jour. En plus des 4 circulaires, Jean-Michel Blanquer donne ses directives dans un guide de 130 pages dédié à l'apprentissage de la lecture au CP. Il incite les enseignants à proposer des phrases résistantes aux élèves, comprendre plus complexes. Le guide préconise aussi des entraînements particuliers en petits groupes pour les élèves qui auraient du retard sur la lecture. Enfin, le ministre de l'Éducation prend position sur la méthode d'apprentissage. Il choisit la syllabique, c'est-à-dire apprendre aux élèves à associer les sons des lettres pour former des mots. Dans une interview au Parisien, le ministre de l'Éducation explique ne pas vouloir homogénéiser les pratiques, mais plutôt créer un socle commun pour les enseignants. Et d'ajouter que la liberté pédagogique n'a jamais été l'anarchisme pédagogique. Alors que la réforme des institutions sera présentée prochainement au Conseil des ministres, les maires de France veulent aussi être entendus. François Baroin, président de l'AMF, remet aujourd'hui ses propositions à Gérard Larcher, le président du Sénat, Adrien Develay. Ni recentralisation, ni mise sous tutelle. Avec les propositions remises au gouvernement et au président du Sénat et de l'Assemblée nationale, les maires de France demandent des garanties sur l'autonomie des communes. Pour nous, il est primordial de garantir dans la Constitution la place et le rôle de la commune. L'AMF propose tout d'abord d'assurer la place de la commune dans la Constitution. Celle-ci passerait par la reconnaissance du principe d'autonomie financière et fiscale des collectivités, soit la capacité des communes de gérer leur propre budget. L'action du maire devra aussi être rappelée dans la Constitution. Les maires demandent également l'inscription de la clause de compétence générale qui permet aux mairies de prendre des initiatives dans n'importe quel domaine. La question des finances est une priorité pour l'AMF. Celle-ci demande que soit garantie par la loi l'impossibilité d'alourdir la charge publique des collectivités. Elle demande aussi que toute nouvelle mission ou compétence des collectivités soit accompagnée de nouveaux moyens financiers. Enfin, l'association rappelle son opposition au projet de limiter le cumul des mandats dans le temps pour les élus des villes de 9000 habitants et plus. L'Association des maires de France demande que ce projet soit purement et simplement abandonné. Le projet de révision constitutionnelle doit être examiné le 9 mai en Conseil des ministres. Et on prend la direction de la salle des conférences pour une première réaction avec vous, Quentin Calmet, à vos côtés, le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Bonjour Roger Karoutchi. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. François Baroin doit rencontrer le président Larcher dans quelques minutes, à 17h, pour lui proposer une série de mesures de la part des communes en termes de révision de la Constitution. Parmi celles-ci, on pense à l'inscription dans la Constitution de la clause de compétence générale ou encore l'autonomie fiscale et financière pour la capacité des communes à gérer leur propre budget. Que pensez-vous de ces propositions de François Baroin ? Sincèrement, elles vont dans le bon sens. Depuis très longtemps, on dit que le gouvernement, l'État, quelle que soit la couleur politique d'ailleurs, ne respecte pas l'autonomie financière des communes, transfère des charges sans forcément transférer les moyens financiers qui vont avec, alourdit la charge sur les communes, baisse les dotations et fait en sorte que l'autonomie financière et fiscale, d'ailleurs, on voit avec la taxe d'habitation, des communes est de plus en plus réduite, pour ne pas dire inexistante. C'est un chamboulement profond sur la carte et sur les territoires. Donc il faut qu'on trouve une solution à l'équilibre. Voilà. Est-ce que vous allez soutenir ces propositions de l'AMF ? Naturellement, nous soutiendrons ces propositions de l'AMF. Nous en ferons, lorsqu'on aura le texte, des amendements à la proposition de réforme constitutionnelle du gouvernement. Et on verra bien si le gouvernement accepte de suivre. Je pense que sur certains sujets, le gouvernement peut avancer. Est-ce qu'il avancera surtout sur les 3 mandats, sur la différence entre les villes de moins de 9000 ou de plus de 9000 ? À mon avis, là-dessus, non. Mais
On verra bien. Justement, sur l'interdiction du cumul dans le temps des mandats, le Sénat, la droite sénatoriale avait semblé faire un pas vers le gouvernement en n'en faisant plus une ligne rouge. Vous dites ça reste une ligne rouge? C'est-à-dire que dans l'espèce de bras de fer qui existe entre, pas seulement le Sénat d'ailleurs, puisque j'ai vu que François de Rugy aussi montait au créneau sur le droit d'amendement, sur le respect des pouvoirs du Parlement, entre le gouvernement et le Parlement, il y a un certain nombre de sujets. Les 3 mandats, c'est un sujet. La proportionnelle, c'est un sujet. La proportionnelle législative, on va voir. Si le gouvernement avance, parce que s'il veut un congrès et s'il veut une majorité 3/5 au congrès, il faut qu'il y ait un peu de concession des 2 côtés. Mais la discussion n'est pas fermée. Mais pour le moment, je trouve le gouvernement allant plutôt vers une cassure réelle par rapport à un congrès potentiel. Sur la clause de compétence générale pour les maires, est-ce qu'il faut vraiment que ce soit dans la Constitution? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de surenchère sur toutes ces mesures qu'on veut absolument mettre dans le texte sacré de la Ve République? Je suis assez d'accord. Je ne pensais pas que la clause de compétence générale relève de la Constitution. Simplement, cette clause qui a été donnée, réduite pour les régions, donnée, remise en cause un peu pour les départements, ça devient très compliqué. La réalité, c'est qu'il faudrait que tout le monde se dise on fonctionne de la même manière par rapport aux collectivités. Et à partir du moment où il y avait un climat et un contrat de confiance, il n'y avait pas forcément besoin d'inscription. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme les maires se disent ils nous ont réduit les dotations, réduit les subventions, alourdi les charges, ils veulent ceinture et bretelles, et donc ils rêvent de la Constitution. Mais même chose pour l'autonomie fiscale des collectivités. Est-ce que ce n'est pas lier les mains de l'exécutif que de le mettre dans la Constitution? Vous avez été ministre des Relations avec le Parlement de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous auriez accepté une telle offense à l'exécutif? Offense, du calme. Si c'était ça l'offense. Moi, je pense que ça dépend de ce que veut le gouvernement sur cette réforme. Parce que comme on ne voit pas de ligne directrice, est-ce qu'ils veulent renforcer le pouvoir du Parlement? Visiblement pas. Est-ce qu'ils acceptent l'idée d'un nouveau pacte avec les territoires? Si oui, alors ils avanceront vers ça. Si ça n'est pas le cas, alors ils refuseront. Et puis on verra bien dans le bras de fer ce qu'il en sortira. Merci beaucoup, Roger Karoutchi, d'avoir répondu à toutes nos questions sur l'antenne de Public Sénat. Merci à vous, Quentin. Et je vous le disais en titre, Jean-Louis Borloo a présenté ce matin son plan banlieue. On va voir tout de suite avec Nora Hamadi qui nous attend depuis le gymnase Jean Jaurès dans le 19e arrondissement à Paris où se tiennent les états généraux de la politique de la ville. Comment ce plan banlieue a-t-il été accueilli par les élus? C'est à vous, Nora. Allez-y. Et on voit Jacques Mézard à l'antenne, le ministre de la Cohésion des Territoires. Il nous dira peut-être un petit mot. Effectivement, on vient de voir Jacques Mézard à l'antenne, mais Jacques Mézard qui sera bien entendu le bienvenu sur Public Sénat dans quelques minutes. Alors, je suis actuellement avec Jean-Philippe Asensi, qui est le président de l'association Bleu Blanc Zèbre. Bleu Blanc Zèbre, Jean-Philippe Asensi, qui a largement participé à la rédaction du plan Borloo. Diriez-vous que la remise du plan Borloo ce matin à Matignon est une petite victoire ou c'est seulement le début d'un long chemin qui s'annonce? C'est une grande étape, c'est peut-être un peu inespéré par rapport à d'où on est parti. On a su recréer une ambiance extraordinaire. Pendant 8 mois, on a travaillé tous les mercredis, élus locaux, associations. On est parti sur des constats très précis et Jean-Louis Borloo nous a aidés à regarder ce qui bloquait et surtout à recréer une vraie dynamique et à faire de ces quartiers un grand projet pour le pays. Donc aujourd'hui c'est un moment très important parce que c'est un moment très fraternel et on arrivera à se sortir de cette situation très très dure avec beaucoup de fraternité. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui on a dans ces quartiers d'énormes problématiques. On a beaucoup de mal à aller chercher les jeunes, on a beaucoup de mal à restaurer le lien de confiance. Donc il faut aller chercher des nouvelles idées, des grands leaders et chez les Zèbres on en a un paquet. On a la FEF par exemple, vous avez 200 étudiants qui accompagnent des jeunes dans 350 territoires, les Cordées de la Réussite qui font du tutorat pour 100 000 jeunes. Mais aujourd'hui la nouveauté c'est qu'il faut chasser en meute, il faut travailler ensemble, il faut proposer des réponses qui ont du souffle, ambitieuses pour que ces quartiers redeviennent des territoires de notre fierté nationale à nous tous. Qu'est-ce que vous attendez désormais en fait que le président de la République tranche? On parle d'une enveloppe de 48 milliards d'euros, ce qui paraît énorme. On sait à quel point la Cour des comptes a très longtemps fustigé le saupoudrage de la politique de la ville. Quel est le prochain calendrier? Attention aux idées reçues. Il n'y a plus beaucoup d'argent sur la politique de la ville et ça ne date pas du gouvernement d'aujourd'hui. Ce qu'on attend, on pense que tout d'abord le président de la République
a prévu de nous recevoir. Donc on aimerait, avant qu'il annonce ses propositions, qu'il nous reçoive, comme il s'y était engagé. Ils ont une chance unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une ambiance, il y a un groupe. Tout le monde est là, tout le monde attend de pouvoir retravailler. Vous savez, notre motivation profonde, c'est d'aider la jeunesse, c'est de faire en sorte que ces quartiers s'en sortent. Donc on n'est pas en opposition contre le gouvernement, on est maintenant pour recréer une grande famille. Notre opposition, c'est contre cette misère sociale. Notre opposition, c'est aujourd'hui contre ces souffrances qu'il y a dans ces quartiers. C'est inacceptable. Et donc, on attend du président de la République un grand projet qui sera certainement un des grands projets du quinquennat. On ne le décevra pas. En un mot, est-ce que vous êtes confiant, justement ? Bien sûr, vous savez, moi je viens du sport. L'énergie collective vous donne beaucoup de confiance. Toute cette énergie, toute cette fraternité fait aujourd'hui qu'on est confiant parce qu'on est solide et on est fort, que l'heure est grave, qu'il ne faut pas laisser passer notre chance. On avait dit sur le précédent quinquennat que la priorité c'était la jeunesse. On n'a pas fait grand-chose. On a envie que des centaines, des milliers de jeunes intègrent les entreprises, que grâce au sport on puisse ramener les jeunes, leur donner confiance. On a envie que l'école accompagne aussi le décrochage. On est dans une énorme énergie. Recréons une grande épopée pour la jeunesse. Bon, écoutez, entendu. Merci pour ces premières réactions justement au rapport Borloo. Delphine, depuis le gymnase Jean Jaurès dans le 19e à Paris. Merci à vous Nora et on vous retrouvera tout au long de cette édition. C'est un événement pour la première fois. 70 pays sont réunis pour évoquer la lutte contre le financement du terrorisme à Paris. Une conférence internationale se tient depuis hier. Elle sera clôturée ce soir par Emmanuel Macron. Objectif, faire le diagnostic de l'évolution du terrorisme et de ses sources de financement, mais aussi échanger les bonnes pratiques. Fabien Riquer. Comment tarir les sources de financement de Daesh ? Ce matin, le procureur de la République, François Molins, dresse un bilan chiffré. L'organisation a besoin d'argent pour continuer effectivement ses activités terroristes. Donc on a engagé, je vous disais, un travail qui, grâce effectivement à la coordination avec les services de renseignement financier, a permis ces 2 dernières années d'identifier en France 416 donateurs, c'est beaucoup. Et 320 en France et 320 collecteurs, essentiellement basés en Turquie et au Liban. C'est un microfinancement du terrorisme fait de mandats cash ou de dons caritatifs que traquent les enquêteurs et qui continue d'alimenter l'État islamique, désormais privé de son assise territoriale en Irak et en Syrie. À Paris, une conférence internationale sur les circuits financiers du terrorisme réunit depuis hier 80 ministres de 72 pays et près de 500 experts, avec pour objectif de renforcer la coordination internationale, y compris au sein de l'Union européenne. Il y a des directives européennes, par exemple, qui ne sont pas encore appliquées de façon uniforme dans tous les pays de l'Union européenne, dont on pourrait penser qu'ils sont pourtant très en avance sur le sujet, parce qu'il y a un certain nombre de conventions internationales qui sont là aussi mal appliquées. Il n'y a pas d'harmonisation internationale. Une harmonisation qui doit aussi permettre aux renseignements financiers de détecter d'éventuels passages à l'acte. Emmanuel Macron va clore la conférence par un discours en fin d'après-midi. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Anne Giudicelli. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du monde arabe et musulman, fondatrice de Terrorisque. C'est une société de conseil sur les risques politico-sécuritaires. Et vous êtes auteur de 13-11. C'est une BD, reconstitution d'un attentat. Merci d'être avec nous. Pierre Connesset, également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Co-directeur de l'Observatoire des radicalisations, spécialiste des questions stratégiques internationales. Vous êtes l'auteur de Dr Saoud et Mr Djihad, la diplomatie religieuse. Merci d'avoir accepté notre invitation. François Faletti, de l'Arabie Saoudite, il faut préciser effectivement. François Faletti, bonjour, merci d'être sur ce plateau, ancien procureur général de Paris. Vous êtes ancien expert au groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux et vous avez publié Les Confidences d'un procureur général paru en octobre 2016 chez Lafon et vous êtes actuellement avocat à Lyon. Clément Fayol était également sur ce plateau. Bonjour, journaliste d'investigation, co-auteur de Un cartel nommé Daesh, paru chez First en novembre 2017. Je le disais, Anne Giudicelli, il y a cette conférence qui se tient à Paris depuis hier sur les sources de financement du terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une évolution justement des sources de financement ? On a entendu François Molins qui parlait de microfinancement.
Écoutez, plus on met de dispositifs pour contrer ce type de réseau, plus ils vont être créatifs en termes de ressources et de moyens pour contourner en fait tout ce qui est mis en place pour les surveiller, etc. Donc en fait on a toute une gamme, hein, c'est comme dans la grande criminalité, on a toute une gamme de flux financiers et de circuits financiers qui partent de la microfinance, qui partent du dark web, des blockchains, enfin toute la fintech, jusqu'à des montages financiers qui peuvent être particulièrement élaborés, comme on en a pour la fraude fiscale, j'ai envie de dire. Donc c'est très compliqué, effectivement, de couvrir l'ensemble du champ. Donc, je dirais, ce qui est important aujourd'hui avec cette conférence, c'est d'envoyer le signal d'une nécessité, d'une coordination, ça c'est certain, puisque effectivement, il y a des problématiques d'harmonisation, mais aussi d'échange d'informations, d'échange de renseignements et de procédures qui doivent être relativement partagées par une majorité d'acteurs qui travaillent précisément à surveiller, après, il faut avoir les bons détecteurs de ce qui relève d'un flux qui serait celui d'un flux à destination, à vocation d'être utilisé à des fins terroristes. Ça, c'est la difficulté aussi. Voilà. Pierre Conessa, quel regard portez-vous justement sur cette conférence internationale? Ça va être l'occasion d'un échange de bonnes pratiques. Est-ce que tous les pays sont prêts à collaborer? Bon, d'abord, le premier succès, c'est d'avoir réuni autant de pays, notamment un certain nombre de pays qui ont largement financé le terrorisme. Donc, vous savez, quand on aura le Qatar et l'Arabie Saoudite face à face, ça va être assez rigolo comme débat. Ce que le procureur Molins a fait remarquer ce matin, c'est quelque chose qui est une caractéristique, donc aujourd'hui, comme vous le signalez, c'est-à-dire qu'on est face à de l'attentat endogène à financement endogène. La deuxième remarque, c'est que l'argent du terrorisme, c'est pas l'argent du crime organisé, c'est-à-dire c'est de l'argent propre qui devient sale quand on sait qui est le bénéficiaire final. Et donc c'est très difficile de l'arrêter à la source, puisqu'on peut supposer du moins que des gens qui donnent à des ONG ne savent pas que ça va être détourné éventuellement vers des groupes terroristes. Donc on est effectivement face à une problématique qui est assez compliquée, même si on met un certain nombre de contrôles en place. Effectivement, on peut considérer que la Walla, par exemple, a été pendant longtemps une occasion de transfert de fonds, mais il y a enfin un grand système financier américain qui permet de faire des transferts d'argent anonymes. Donc il faudrait s'occuper de tout à la fois, si vous voulez, pas seulement de ce qu'on a déjà prédésigné comme des moyens de financement du terrorisme. François Faletti, vous constatez vous aussi cette évolution des sources de financement du terrorisme? On estimait bien que Daesh finalement a vécu entre 2014 et 2017 du racket, du pétrole, du trafic en Irak et en Syrie. Maintenant, ce sont des sources de microfinancement. Oui, je crois qu'il y a plusieurs angles d'attaque et c'est ce qui rend le problème très complexe. En réalité, comme vous l'avez rappelé à l'instant, l'État islamique a vécu pendant 2 ou 3 ans sur le racket sur le pétrole, sur les biens culturels également détournés, sur la drogue aussi, sur tout toute forme de trafic de toute nature. Donc ça a provoqué... On a donné des chiffres, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont fiables, enfin des quantités qui se comptent en 1 milliard, 2 milliards de dollars, enfin tout ça sujet à discussion par les experts. Aujourd'hui, évidemment, on a au moins deux gros problèmes. Qu'est devenu tout cet argent dans ce qui reste de l'État islamique et il est intéressant de savoir si tout cet argent a été dispersé dans le cadre de la finance internationale avec les facilités de montage que l'on connaît depuis bien longtemps. En ce sens-là, c'est pas très nouveau, mais c'est indispensable. Et puis le deuxième angle... il est national, c'est ce qu'évoquait ce matin le procureur Molins avec ses 416 donateurs, qui me pose vraiment de grosses interrogations. Ce sont des donateurs, semble-t-il, au cours des 2 années passées, mais en 2016-2017, qui en France ignorait que l'État islamique était une organisation internationale ayant indiqué qu'elle voulait abattre la France, en tout cas son mode de civilisation. Donc si on continue de donner dans ces moment-là, est-ce qu'on est sur le financement du terrorisme ou est-ce qu'on n'est pas plutôt sur une forme de trahison nationale? Ou alors c'est que ce sont des gens qui ne savaient pas exactement à qui ils donnaient, d'où l'intérêt. Alors pour l'instant, le parquet n'engage des poursuites que si les proches adhèrent réellement à la cause. Clément Fayolle, qu'est-ce que vous pensez justement de cette problématique? Ça a été rappelé sur la charité qui sert de financement. Les questions franco-françaises, c'est pas exactement mon sujet. Nous, on avait pas mal enquêté justement sur ce que Daesh essayait de faire de son argent au moment où il y avait un territoire. Et justement, on voyait
que sur la fin, ils savaient bien, avec une coalition internationale qui les attaquait, qui leur avait déclaré la guerre, que le territoire allait être perdu. Et donc, on avait identifié plusieurs filières, en tout cas, d'exfiltration de cash, plusieurs réseaux qui s'étaient greffés à Daesh pour faire du business, qui ensuite deviennent problématiques parce qu'on ne sait pas à qui ils vont se greffer maintenant, s'ils vont rester fidèles. Enfin, il y a un certain nombre de questions qui se posent à ce niveau-là. Ensuite, sur l'aspect financement, tout ce qui a été dit est très intéressant parce qu'en fait, avec chaque posture et chaque analyse, on voit bien que le financement du terrorisme est quand même sur un spectre très très large, qui va celui de l'individu qui veut participer à la cause jusqu'au grand mécène. Et là où Daesh est quand même assez intéressant en tant qu'organisation, c'est ce que nous on a vu, c'est que on n'est pas exactement comme dans les organisations terroristes habituelles, c'est-à-dire avec à la limite des États même qui vont s'en servir ou en tout cas des institutions ou en tout cas des proto-États, enfin un certain nombre de choses. Mais on est sur une organisation qui depuis le début fonctionnait avec une certaine bienveillance de classe moyenne, etc. Et nous notamment, on avait mis au jour en Arabie Saoudite tout un réseau qui servait d'acheminement d'or et de petits bijoux, et c'était en fait la classe moyenne qui le faisait. Et je pense que c'est des choses intéressantes à dire, et cette conférence est très utile pour ça, parce que un peu on le voit quand le discours est politisé, les gens ont tendance à dire c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Golfe qui finance, sans dire de qui on parle et de quoi on parle. Exactement. Et c'est quand même assez intéressant de voir que voilà, ces acteurs ne sont pas des acteurs monolithiques. Et quand on dit que l'Arabie Saoudite finance, c'est aussi beaucoup la classe moyenne. C'est pour ça que MBS, là, le nouveau prince héritier, quand il dit qu'il lutte contre le terrorisme, là où ça va être intéressant, c'est qu'il va devoir lutter aussi contre sa propre population, en fait. Oui, non, mais tout à fait, ça c'est depuis le départ le problème, déjà depuis même 2001, j'ai envie de dire, le financement des attentats de 2001. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a dans la finance islamique, on a fait une cartographie de la finance islamique mondiale récemment, et on s'aperçoit qu'il y a des trous noirs. C'est-à-dire que on peut réguler la finance islamique, mais que tout ce qui relève de la zakat ou du qarn hassan... Alors la zakat, c'est la charité. C'est des donations, si vous voulez, d'individus. Alors il y a la taxe qui est la zakat, et puis le qarn hassan qui est une donation qui est faite où il n'y a pas de traçabilité du tout. Et souvent on retrouve que, effectivement, le point qui a été soulevé tout à l'heure, à savoir qu'il y a des donateurs qui sont des individus qui vont, par exemple, donner tel montant à une association caritative ou voilà, une école, etc. Donc, la destination, ils ne savent pas que ça va être ensuite utilisé à autre chose que ça. Donc, ça pose la question, et c'est aussi le cas par rapport aux 416 cités par le procureur, à savoir comment on établit la preuve que quelqu'un a volontairement avait conscience du fait que son argent a servi à des actions terroristes. Parce qu'il y a toute une chaîne après. L'argent va là, il peut aller par d'autres intermédiaires et aboutir à financer soit un projet, soit, je dirais, le budget d'activité d'une organisation terroriste. Donc c'est, à mon avis, une des difficultés que la justice va aussi rencontrer sur ce point. Ce que disait monsieur est très important, c'est-à-dire la société saoudienne, comme les sociétés du Golfe, sont poreuses au financement du terrorisme. Ce n'est pas une société qui va décider que la Banque d'État va donner de l'argent. Pour vous donner une idée, l'argent collecté sous forme de zakat au moment du grand pèlerinage fait à peu près 9 milliards de dollars. Vous imaginez bien que ces 9 milliards ne vont pas tous pour aider des musulmans dans la nécessité. Donc ça... L'Arabie Saoudite a pris une mesure qui est assez intéressante puisqu'ils ont décidé de labelliser les ONG autorisées à prélever, enfin à se prévaloir, si vous voulez, de la zakat pour une action humanitaire. Je pense que c'est quelque chose comme ça qu'il va falloir monter en France, c'est-à-dire qu'on a besoin de la communauté française de culture musulmane qui n'a aucune envie de se mêler à ces salafistes. Parce que quand les salafistes prennent le contrôle d'une mosquée, ce qui les intéresse, c'est au-delà du discours, si vous voulez, de la conviction, de la propagande, c'est effectivement de collecter de l'argent sur lequel il n'y a aucun contrôle aujourd'hui. Et donc, effectivement, labelliser ces ONG autorisées à se prévaloir, si vous voulez, de ce prélèvement religieux pour dire vers quoi ça veut dire qu'il faut étendre le champ du contrôle de la manière légale et avec l'aide, évidemment, de la communauté musulmane. On évoquait, François Paletti, et bien que Daesh pouvait encore survivre une quinzaine d'années, on sait, et ça a été encore révélé ce matin par François Molins, que finalement, le coût des attentats, le coût de préparation n'est pas si élevé. Je rappelle, 25 000 € pour organiser les attentats de janvier 2015 et 80 000 € environ pour ceux du 13 novembre qui ont frappé la France. Mais je n'en déduirais pas que
le terrorisme est low cost, comme on a écrit quelquefois. Ils ont besoin d'argent parce que 25 000 euros, enfin il faudrait voir exactement comment tout cela est calculé, 80 000 euros pour le 13 novembre, ce sont des chiffres sur l'opération elle-même, mais derrière il y a tout le substrat de communication, d'endoctrinement qui suppose des mécanismes de communication. Il y avait des gens derrière ces communications Internet qui diffusaient les messages de haine, qui les diffusent toujours d'ailleurs, et ces gens-là, ils vivent, on les soutient, enfin voilà. Donc il y a une forme de fonctionnement qui fait que je pense que l'argent est nécessaire. En plus, l'argent, si on veut programmer des attentats d'une nature un peu plus sophistiquée que de monter sur un trottoir avec une camionnette, ce qui provoque les dégâts épouvantables qu'on connaît. Mais si on veut éventuellement provoquer des actes spectaculaires comme ils nous ont malheureusement montré qu'ils aimaient à le faire, eh bien pour franchir certaines étapes, de l'argent pour corrompre des personnes, pour corroder des systèmes informatiques, etc., ça peut servir. Ouais. Clément Fayolle, on rappelle également que l'EI a intégré des fermes piscicoles, des bureaux de change, des sociétés de taxi. Finalement, ce sont toutes les strates de la société, notamment en Irak, qui participent au financement du terrorisme. Oui, c'est sûr. Alors après, c'est vrai qu'il y a, j'imagine, dans les discussions, des choses qui vont être intéressantes. Parce qu'on a parlé Qatar, Arabie Saoudite, mais le Koweït est un pays aussi très intéressant, parce que le Koweït, c'est un pays qui est assez en retard, justement, sur toutes les législations de transparence, etc., en tout cas de contrôle. Mais nous, dans notre enquête, on est arrivé quand même plusieurs fois. On a remonté des pistes jusqu'aux Émirats Arabes Unis et à Dubaï notamment, où il y a un secret des affaires qui est très bien respecté et qui rendait extrêmement difficile le contrôle de ce qui s'y passait. Nous, on avait vu notamment pour une société qui faisait de la vente de parts de voitures, enfin de pièces de voitures, et qui justement les services secrets irakiens soupçonnaient que ce soit ensuite du financement et qu'une partie en tout cas des recettes retourne jusque dans le territoire. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut regarder du point de vue, j'imagine, institutionnel et de transparence. Après, d'un point de vue plus d'observateur ou d'enquêteur, ce qui devient très intéressant maintenant, c'est de comprendre, c'est que oui, Daesh a été énorme, donc ce sont des moyens logistiques qui n'ont pas de prix. Maintenant, on le voit notamment avec l'audition de Jadaoun, qui est un terroriste belge qui avait été récupéré par la CIA. Et c'était très intéressant parce que moi j'avais vu le document dans lequel il expliquait que la nouvelle stratégie, elle pour le coup n'était pas très onéreuse, puisqu'il s'agissait de dire en gros on excite un peu nos sympathisants qui sont en Europe et ensuite on s'implique plus ou moins, donc en mettant plus ou moins d'argent pour faire prendre de l'importance à leur projet. Donc je pense que ce que disait le procureur de Paris tout à l'heure est aussi quand même assez juste, c'est qu'aujourd'hui on peut quand même faire des attentats avec moins d'argent qu'avant. Ça, sur cette question du coût des attentats. Sur cette question du coût, justement, il y a le coût financier puis il y a le coût de main. C'est-à-dire que nous, on a fait dans une étude sur la communication francophone de Daesh, à la fin, une espèce d'organigramme de la façon dont se sont organisés les attentats de 2015 et 2016, qui à chaque fois ont reçu un coup de main des cellules dormantes salafistes qui sont sur le territoire, c'est-à-dire de quartiers qu'on connaît très bien. Et si vous voulez, le coup de main est toujours légal. C'est-à-dire, oui, je l'ai logé parce que je connaissais sa mère, oui, j'ai été le chercher parce que c'est un vieux copain, etc. Et ce coup de main-là, il n'est pas chiffrable. Or, c'est celui-là qui fait que la facilitation de l'exécution est beaucoup plus grande. Et rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on a repéré des cellules salafistes qui ont été, disons, écrêtées à cause d'actions criminelles, il restait quand même dans la circulation beaucoup de gens. Par exemple, prenez Forsan Alissa, il y a 4 ou 5 membres qui en ont été arrêtés, mais il en reste une vingtaine dans la nature. Or, ceux-là, ce sont des gens qui sont capables de circuler d'une entité à une autre entité et qui sont toujours là pour donner le coup de main, encore une fois, avec l'instruction de rester dans la légalité. Anne Guidichelli, je voudrais aussi vous entendre sur le dossier Lafarge, puisque 7 cadres sont mis en examen dans le cadre justement de financement de terrorisme. Ça aussi, il faut en tenir compte. Je ne sais pas si ça a été abordé à la conférence. Oui. Alors, je ne sais pas, à mon avis, non.
Ou pas directement de cette façon, en tout cas, parce que c'est assez sensible comme sujet. C'est un cas d'école, hein, l'affaire Lafarge. D'ailleurs, moi qui donne des formations sur les risques sécuritaires, c'est devenu un cas d'école pour nos formations de financement du terrorisme par une entité, hein, puisque c'est bien la charge de cette entreprise. Maintenant, dans ce dossier, vous nous donnerez votre regard de magistrat, mais... dans ce dossier, clairement, on est dans une affaire qui implique, comme toujours, certaines sphères de l'État, hein, puisque la principale difficulté que le renseignement a justement d'essayer d'avoir des informations et des renseignements sur les réseaux terroristes, c'est l'infiltration. Et on sait qu'en zone de guerre, infiltrer un groupe comme l'État islamique, c'est compliqué. Donc, c'est quand même connu que tout ce qui peut être sur place et bienveillant à l'égard de la France peut être potentiellement une source de renseignement, y compris une entreprise. Donc la question, elle est là, et le risque pour les entreprises, il est bien en tête. Il y a une question de compliance, de conformité, et donc, voilà, quelles sont les responsabilités maintenant ? Comment va-t-on pouvoir établir des responsabilités ? Fayol, peut-être. Oui, sur la Lafarge, c'est vrai qu'il y a cet aspect renseignement qui maintenant est à suivre de près. Ce qui est aussi très intéressant à regarder, c'est que les réseaux de corruption de Lafarge de l'époque existent encore aujourd'hui alors que l'État islamique n'y est plus. Donc il faut aussi comprendre ça, il faut aussi voir qu'il y a une certaine complexité sur le terrain qui fait que notamment on sait qu'il y avait 2-3 intermédiaires qui étaient entre l'État islamique et le régime syrien et qui étaient des interlocuteurs de Lafarge mais aussi bien d'autres. Et je pense que ça c'est une partie donc on aurait tort de trop occulter dans le traitement de l'affaire Lafarge, c'est de dire bah oui ce système de corruption, bon il a bénéficié à l'État islamique, on est évidemment par ce circuit d'argent, on est dans un cas de financement du terrorisme, mais si aujourd'hui les mêmes intermédiaires sont encore là, s'il y a un système de corruption qui existe toujours, ça éclaire quand même cette affaire sous un jour un tout petit peu plus modéré. Surtout qu'il y avait plusieurs groupes, il n'y avait pas que l'État islamique qui était financé. En fait, ça a suivi l'évolution sur le terrain des rapports de force entre les groupes. François Faletti. Oui, moi je n'en dirais guère plus en l'état parce que c'est un dossier qui est instruit au pôle financier de Paris. C'est vrai qu'une usine sur place qui peut transmettre des informations à la France, en réalité, ça peut servir. Alors, dans quelle mesure certaines lignes ont-elles été franchies ? Très franchement, moi, je ne voudrais pas aller plus loin. Pierre Conessa ? Je voudrais quand même rappeler que, comme me le disait un cadre d'une grande entreprise internationale française, il me disait « mais nous sommes habitués à travailler en contexte de crise ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans d'autres circonstances qui ne sont pas obligatoirement des activités terroristes, les groupes sont habitués à payer aux chefs de guerre locaux. Et rappelez-vous qu'il y avait pendant longtemps une industrie qui continue d'ailleurs à fleurir, qui s'appelle l'industrie du kidnapping, qui est une industrie dans laquelle les entreprises se sont organisées de façon à ce que les justices n'en soient pas saisies. C'est-à-dire qu'une entreprise prend une assurance à Londres et ensuite il y a une société qui s'appelle le contrôle risque par exemple et qui va négocier avec les preneurs d'otages de façon à ce que l'entreprise évidemment ne risque pas son investissement puisque si le cadre disparaît, qu'il est exécuté, c'est tout le reste qu'il faut évacuer. Et donc, il y a des pratiques illégales, si vous voulez, qui entretiennent des activités illégales. Nous, évidemment, on attire l'attention sur le fait que ça peut être le financement d'un groupe terroriste, mais il reste qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dans des zones d'activité qui sont, si vous voulez, à la limite du licite, pour ne pas dire dans l'illégal. Anne Guy-Duché, on arrive au terme de ce débat. Est-ce que cette conférence va pouvoir faire avancer les choses, on le disait, par ce partage des bonnes pratiques ? Vous êtes plutôt optimiste ? Écoutez, je dirais que ça ne peut être que positif. De là à avoir des attentes que tout d'un coup, après cette conférence, on puisse réellement trouver des bonnes pratiques qui soient applicables par tous, j'en suis pas persuadée. Mais je dirais le bienfait de cette conférence, encore une fois, c'est de sensibiliser l'ensemble des instances présentes et des gouvernements présents, de les sensibiliser sur cette question pour qu'on puisse, ensuite, on va y arriver, on puisse leur dire, ben voilà, vous avez adhéré au discours final, donc vous êtes partenaire, donc vous avez des obligations. Voilà. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un caractère contraignant à l'issue de cette conférence
qui impose aux États de rendre des comptes là-dessus. Donc c'est plus d'un point de vue politique que l'intérêt se place dans cette conférence. Eh bien, merci. Je rappelle qu'Emmanuel Macron doit clôturer cette conférence ce soir. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. On continue sur ce thème du financement du terrorisme avec vous, Quentin Calmet. Vous êtes avec le sénateur socialiste qui représente les Français de l'étranger, Jean-Yves Lecomte. Qu'attend-il justement de cette conférence? Bonjour Jean-Yves Lecomte. Bonjour. Effectivement, une grande conférence se tient à Paris avec 500 experts qui planchent sur cette question du financement du terrorisme. Qu'est-ce que vous attendez? C'est la question de Delphine Girard. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Eh bien que les différents États qui sont invités, les différents spécialistes poursuivent leurs investigations sur la meilleure manière effectivement de progresser en la matière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au cours des dernières années, hein, que ce soit sur la lutte contre le blanchiment, la fraude fiscale et le financement du terrorisme, qui sont finalement des choses qu'il faut observer et qui sont finalement avec les mêmes, qui utilisent les mêmes réseaux. Il faut pouvoir essayer d'être de plus en plus performant. Les échanges automatiques d'informations, en particulier entre les pays, le permettent de plus en plus, mais il faut être capable de les traiter, il faut être capable de les comprendre. On avait fait un certain nombre de propositions lors de la commission d'enquête qui a fait ses travaux en 2015, en particulier sur l'usage des téléphones mobiles, de la monnaie mobile, vous savez, par téléphone, des cartes prépayées, d'un certain nombre de choses. Et puis il faut aussi ne pas être obsédé par le Bitcoin, c'est toutes ces monnaies algorithmiques qui sont probablement plus protégées que ce qu'on imagine par rapport à ça. Il y a un chiffre qui est très étonnant, c'est ce milliard de dollars amassés tous les ans depuis 2014 qui constituerait comme cela un trésor de guerre de Daesh et qui pourrait être encore en train de se promener au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous pensez de cette somme un peu folle? Écoutez, j'ai vu ces chiffres aussi. C'est vrai que quand on voit les unes du Monde sur les complicités qu'il y a pu avoir entre Lafarge et puis certains groupes terroristes en Syrie, justement pour préserver l'activité, on peut imaginer toutes sortes de choses. Je crois qu'effectivement, il faut une mobilisation de tous. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je dirais, je regrette que l'Iran ne soit pas dans cette conférence, parce que si on en arrive là, c'est aussi parce que personne n'est sans faute sur ce sujet. Et ça demande finalement une révision complète de nos logiciels. Et donc exclure personne. Il n'y avait aucune raison d'exclure l'Iran de cette conférence plus que d'autres, parce que finalement le financement du terrorisme, le financement des motivations du terrorisme, la déstructuration de l'islam qui a pu conduire à ça, j'ai quand même le sentiment qu'il y a certains pays qui sont aussi participants à cette conférence qui y ont participé. Vous venez de parler de Lafarge. En 2014, le cimentier aurait négocié avec l'État islamique pour conserver l'accès à son usine de Jalabia dans le nord de la Syrie. Et il semblerait que la DGSE elle était tenue au courant. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Écoutez, je pense que sur ces sujets-là, c'est une affaire qui est maintenant instruite par la justice. Mais le sentiment qu'on peut avoir, c'est que d'abord, au moment où ça s'est passé, tout le monde n'a peut-être pas eu les bons réflexes. On n'a peut-être pas analysé le risque que ça pouvait représenter par rapport au besoin de protéger une implantation industrielle française. C'est aussi pour toutes ces raisons que c'est important de se parler. Parce qu'on peut faire des erreurs. Maintenant, c'est très simple de dire, bon, voilà, on a fait ça et on n'aurait pas dû. Mais si à chaque fois qu'il y avait un risque terroriste ou si à chaque fois qu'il y avait une menace, on disait, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, oui, mais ça relève aussi, on l'a vu, de la manière dont la France a regardé, ou a plus que regardé le début du conflit en Syrie. Merci beaucoup, Jean-Yves Lecomte, pour cette analyse au micro de Public Sénat. Diversité. Merci à vous, Quentin. On continue les réactions au plan Borloo avec vous, Nora Hamadi. Vous êtes en direct des États généraux de la ville. Cela se passe au gymnase Jean Jaurès, dans les 19e arrondissement de Paris. Et à vos côtés, Catherine Arenou, c'est la maire de Chanteloup-les-Vignes. Oui, effectivement, Delphine, beaucoup de réactions ici, donc d'élus, de membres de collectivités, d'associatifs à la remise du plan Borloo, donc ce matin à Matignon. Catherine Arenou, donc vous êtes maire de Chanteloup-les-Vignes. Il y a encore quelques semaines, malheureusement, votre ville faisait une fois de plus la une de l'actualité suite à l'incendie d'une école. Est-ce qu'il est déjà, selon vous, trop tard pour agir alors que le rapport a été remis ce matin ?
S'il était trop tard, nous ne serions plus là. C'est parce que nous y croyons encore, parce qu'on sait que notre République et ces quartiers-là ont encore tellement de richesses par leur jeunesse et par leurs ressources qu'il ne faut pas les abandonner. Mais on sait très bien aussi que plus on attend, plus la situation sera gravissime et moins on pourra la récupérer. On pourra récupérer moins de choses en 2018 qu'on ne pouvait en récupérer en 2010 ou 2012. Et tout le temps qu'on perd, c'est du temps... C'est des générations que l'on perd. Ces enfants que nous n'avons pas éduqués à 6 ans, ce sont ces ados perdus, ce sont des adultes sans emploi, ce sont des parents qui n'en sont pas. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est pour ça que c'est maintenant, parce que c'est déjà tard. Est-ce que vous estimez que le gouvernement et Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure en fait de cette urgence? Alors, lorsqu'il nous a rencontrés, on a eu le sentiment qu'il comprenait les grandes difficultés de nos territoires. Mais les comprendre, c'est une chose, et savoir inverser complètement la tendance, savoir bousculer les institutions pour redonner vraiment des solutions républicaines dans nos quartiers, c'est un courage politique qu'il va falloir montrer. Et ce courage, c'est d'abord déjà donc ce rapport Borloo qui a été remis ce matin à Matignon. Qu'est-ce que vous attendez désormais de la part du gouvernement ? Alors ce que j'attends, c'est qu'on le regarde avec beaucoup d'attention, parce que c'est la façon de réinverser la politique de la ville d'une façon très nouvelle et sans doute très définitive. Écoutez, merci beaucoup pour ces premières réactions, Catherine Arenou, depuis le gymnase Jean Jaurès dans le 19e et ses états généraux de la politique de la ville. Merci beaucoup Nora pour cette nouvelle réaction. La leçon du professeur Blanquer aux enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale publie aujourd'hui 4 circulaires qui détaillent ses recommandations précises pour l'apprentissage de la lecture et du calcul. Le détail avec Maude Guillot. Les recommandations portent même sur le choix du cahier. L'objectif de ces circulaires, redresser les résultats scolaires des écoliers en baisse depuis plusieurs années. En français, Jean-Michel Blanquer préconise 2 exercices d'écriture de 15 minutes par jour. Autre directive, une dictée quotidienne de 10 à 15 minutes. 3 heures par semaine dédiées à la grammaire et au vocabulaire. Enfin, le ministre conseille 5 à 10 livres étudiés dans l'année pour les élèves du CP au CE2. Côté mathématiques, pas de répit non plus pour les petits français. Les textes publiés demandent qu'un élève sache compter jusqu'à 30 en fin de grande section de maternelle. Au CP, les écoliers doivent connaître les tables d'addition par cœur. Enfin, il est demandé aux enseignants de consacrer 15 minutes de calcul mental par jour. En plus des 4 circulaires, Jean-Michel Blanquer donne ses directives dans un guide de 130 pages dédié à l'apprentissage de la lecture au CP. Il incite les enseignants à proposer des phrases résistantes aux élèves, comprendre plus complexes. Le guide préconise aussi des entraînements particuliers en petits groupes pour les élèves qui auraient du retard sur la lecture. Enfin, le ministre de l'Éducation prend position sur la méthode d'apprentissage. Il choisit la syllabique, c'est-à-dire apprendre aux élèves à associer les sons des lettres pour former des mots. Dans une interview au Parisien, le ministre de l'Éducation explique ne pas vouloir homogénéiser les pratiques, mais plutôt créer un socle commun pour les enseignants. Et d'ajouter que la liberté pédagogique n'a jamais été l'anarchisme pédagogique. Michel Fize, sociologue de l'éducation, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Michel Fize, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. 4 circulaires précises, c'est inédit. Que pensez-vous de la méthode Blanquer ? Je crois que les mesures qui sont proposées tombent sous le bon sens. On savait très bien, à partir des mauvais classements internationaux, que nous étions dans des situations très compliquées du point de vue du français et des mathématiques. Je crois qu'il y avait urgence à intervenir pour remettre les fondations à la maison, parce que je continue de penser qu'il n'y a pas de bonne maison si les fondations ne sont pas assurées. Donc lire, écrire, compter, savoir la grammaire, savoir écrire correctement le français, savoir le parler, ça fait partie des choses qui sont indispensables pour être un citoyen à part entière. Mais les enseignants s'étaient-ils réellement éloignés de ces fondamentaux ? Je pense que si on regarde, encore une fois, les résultats des enquêtes internationales, nous sommes effectivement en déclin par rapport à l'orthographe, par rapport à la connaissance de la grammaire, par rapport au calcul élémentaire. Donc je crois que repartir sur quelques notions de base, sous la forme de dictée par exemple, ou de calcul mental,
tout ça ne peut pas faire de mal et bien au contraire faire du bien. Est-ce que c'est un retour aux méthodes pédagogiques du passé ? Je crois que c'est un retour au bon sens. Je crois qu'il faut peut-être considérer qu'aujourd'hui, la première vraie langue vivante, c'est le français, ou ça devrait être le français, dans tout ce que cette langue a de beau. Et je crois encore une fois que si on veut permettre aux enfants d'exprimer des idées, il faut qu'ils aient les mots pour le faire. J'insiste d'ailleurs moi beaucoup sur le fait qu'on devrait apprendre du vocabulaire français comme on apprend du vocabulaire d'une langue étrangère quelconque. Est-ce qu'il faut y voir la fin de la liberté pédagogique des enseignants ? On a entendu Jean-Michel Blanquer qui estime que la liberté pédagogique, ce n'est pas l'anarchisme. Mais encore une fois, je pense qu'on est dans deux niveaux différents. Là, il s'agit de remettre quelques briques pour faire tenir l'édifice. Ensuite, évidemment, se pose la question de la pédagogie et même au-delà, la question de la mission de l'école. Donc, ce n'est pas une fermeture aux libertés pédagogiques, du moins j'ose l'espérer, mais c'est remettre encore une fois des bases solides pour que les enfants puissent encore une fois se dispenser peut-être de la violence. Je dis toujours, finalement, un mot connu en plus, c'est un coup en moins. Voilà, donc je pense qu'il faut effectivement apprendre des mots pour permettre que le dialogue s'instaure à la place de la violence. Jean-Michel Blanquer veut également mettre un terme à la polémique qui oppose méthode syllabique à méthode globale en termes d'apprentissage de la lecture. Les enseignants utilisaient souvent les deux, une méthode mixte. Cette clarification était nécessaire selon vous ? Il semblerait quand même que la méthode syllabique est un peu d'avance sur les autres méthodes. Maintenant, il ne faut pas non plus être dans l'uniformisation. Je ne crois pas que ce soit d'ailleurs le sens des mesures proposées, mais il faut, dans l'intérêt de l'enfant, appliquer la méthode qui paraît la plus efficace et qui convient le mieux à l'enfant, parce que tous les enfants n'avancent pas au même rythme, de la même manière. Donc peut-être qu'il y a des enfants qui sont plus aptes aux méthodes non syllabiques. Il veut également, le ministre de l'Éducation nationale, un seul manuel. Ça doit aussi permettre le lien entre la famille et l'école. Là aussi, vous y voyez une bonne mesure ? Je crois qu'il n'est pas défendu d'avoir un manuel de base, mais il n'est pas interdit non plus ensuite de rayonner à partir d'autres manuels pour enrichir la base. On est toujours, je crois, dans la logique d'une base et puis de remplir effectivement la maison de toutes les innovations, de toutes les pédagogies, encore une fois, récentes. Il ne s'agit pas de revenir au passé, il s'agit de remettre encore une fois un socle à cette école qui est quand même fort démunie du point de vue des fondamentaux. Est-ce que vous pensez que ces préconisations, ces recommandations sont adaptées à tous les élèves ? Parler correctement le français, je pense que ça c'est l'affaire de tous. Écrire correctement le français avec un minimum de fautes d'orthographe, savoir accorder un petit peu les verbes, pratiquer un peu la grammaire, je crois que ça c'est valable pour tous les enfants. Ça fait partie de la culture générale scolaire à mon avis. Il faut que tous les enfants puissent bénéficier encore une fois de ces acquis. Est-ce que c'est la fin de la diversité aussi des approches qui faisait quelque part aussi la richesse de l'enseignement à la française ? Non, je crois que les approches sont pas condamnées. Il s'agit encore une fois sur un socle mieux assuré, ensuite d'ouvrir le champ des perspectives pour des enfants qui avancent à des rythmes différents, qui ont des formes d'intelligence différentes. Je crois que l'intelligence scolaire passe par ces fondamentaux qui ensuite vont permettre peut-être aux enfants de mieux profiter du reste. Il y a la publication de ces circulaires, ça peut braquer la communauté enseignante selon vous. On voit les syndicats d'enseignants qui grincent un peu des dents aujourd'hui à l'annonce de ces nouvelles mesures. Je crois qu'il faut espérer qu'il y ait aussi beaucoup d'intelligence de la part du corps enseignant. Ces mesures ne sont pas destinées à contrer les pratiques existantes. Il faut, je crois, un socle relativement uniforme, quelques règles de base, et ensuite, évidemment, permettre aux enseignants d'exprimer leurs capacités en fonction du public qui est devant eux. Ça va réellement permettre de relever le niveau des petits Français. Ils sont, vous le disiez vous-même, à la traîne, à la peine dans les classements internationaux. Je crois que c'est une réalité. Il faut, encore une fois, nous réconcilier avec peut-être la beauté de la langue française. On a la chance quand même d'avoir une très belle langue qui permet de s'ouvrir à quantité d'œuvres littéraires, notamment magnifiques. Donc si on n'a pas les mots, vous savez, il faut avoir conscience qu'il y a des mots très très élémentaires qui aujourd'hui n'ont plus aucun sens, pas seulement d'ailleurs pour des très jeunes, mais également pour des adultes. On a oublié qu'une langue, c'est aussi un vocabulaire.
hein. J'insiste beaucoup sur le vocabulaire parce que c'est le vocabulaire qui permet de loger les idées et ensuite d'établir le dialogue avec les autres. Est-ce que néanmoins il y a des oublis dans les préconisations, dans les recommandations du ministre ? Je crois que pour commencer, c'est un très très bon début, hein. Maintenant, il faut peut-être s'attaquer à cette école du XXIe siècle, hein, parce que c'est aussi l'école du numérique, hein, des apprentissages C'est compatible nouveaux. ce retour aux fondamentaux avec cette école du XXIe siècle ? Les fondamentaux ne sont pas datés ou ne devraient pas être datés d'une époque. Je trouve même d'ailleurs assez triste qu'il ait fallu attendre 2018 pour nous réveiller, hein, sur ces fondamentaux qui avaient été oubliés. Donc encore une fois, ça fait partie de l'intemporel, de l'universel. Eh bien, merci beaucoup Michel Fize pour cet éclairage. Merci d'être venu sur le plateau de Public Sénat. On va continuer les réactions à ces annonces du ministre de l'Éducation nationale avec vous, Quentin Calmet, à vos côtés, la sénatrice LR des Yvelines, Marta de Cidrac. Oui, bonjour Martin de Cidrac. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Que pensez-vous de ces recommandations qui ont été envoyées par Jean-Michel Blanquer aux enseignants ? Est-ce que c'est une bonne méthode de la part du ministre ? Alors méthode, oui certainement, et je pense qu'elles vont dans le bon sens en fait, toutes ces recommandations. Je suppose que vous aurez l'occasion de me poser quelques questions à ce propos. Oui, tout à fait, parce que dans ces propositions, eh bien, il y a plus de calcul mental, de la lecture, de la grammaire, avec des livrets de 130 pages envoyés aux maîtres et aux maîtresses. Dans ces livrets, selon vous, il y a là les clés pour la réussite des élèves ? Alors c'est l'objectif, bien évidemment, donc on ne peut pas mettre en doute le souhait et l'envie du ministre Blanquer. La question après, de quelle façon les enseignants vont s'en saisir sur le terrain pour pouvoir appliquer toutes ces recommandations. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, beaucoup des enseignants déjà sont conscients des difficultés que nos élèves rencontrent et se sont déjà beaucoup d'entre eux emparés de certaines des recommandations qui apparaissent aujourd'hui dans ces fascicules. Est-ce qu'il n'y a pas une entrave à la liberté pédagogique des enseignants ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'un pays comme le nôtre ne peut pas se permettre d'avoir des écoles à différentes vitesses. Cette démarche-là a le mérite, de mon point de vue, de permettre à l'ensemble de nos écoles d'avoir un cadre commun. Un cadre commun que chaque enseignant devra s'en emparer et devra appliquer avec ses élèves en classe. Vous avez été élu municipal à Saint-Germain-en-Laye ? Oui, j'ai été adjointe en charge de ces affaires dans un mandat précédent. Comment est-ce que ça peut aider justement sur le terrain à mieux, comme cela, cibler les élèves selon vous ? Alors, cibler, c'est le travail de chaque enseignant, puisque les enseignants peuvent et sont en capacité de détecter les difficultés que certains des élèves peuvent rencontrer, mais ça permet d'avoir véritablement un cadre commun pour l'ensemble des enseignants dans nos écoles, puisque les enseignants, bien évidemment, l'objectif pédagogique vis-à-vis de nos élèves, mais ils sont parfois aussi soumis à la pression des parents d'élèves. Nous, quand on est élu local et quand on a vécu des conseils d'école avec les parents et les enseignants d'un côté, on voit bien que parfois la pression peut être forte sur l'épaule des enseignants. Or là, ça a le mérite de permettre d'avoir un cadre sur lequel on va pouvoir échanger, voir. Bien évidemment, on verra bien ce que cela va donner comme résultat. Ce sont toujours des méthodes qu'il faut laisser mûrir pour qu'elles puissent donner des résultats. En tout cas, il y a une chose sur laquelle moi je partage pleinement et j'en suis parfaitement convaincue, c'est la généralisation de la méthode syllabique, puisqu'on sait bien que la méthode globale n'a pas donné des résultats probants, n'a pas été tout à fait à la hauteur des espérances qu'elle a pu susciter auprès de certains. Donc je pense vraiment que ces recommandations vont dans le bon sens. Une dernière question, est-ce que vous n'y voyez pas, comme certaines critiques, une vision un peu passéiste de la façon d'enseigner aujourd'hui à l'école ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas et moi je suis convaincue qu'au contraire, on voit bien que le passé a aussi du bon. Donc dans ce monde nouveau, je suis très contente de voir que nous nous inspirons aussi de certaines de nos traditions qui ont du bon. Donc je pense que tout cela, oui, je vous le redis très simplement, va dans le bon sens de mon point de vue. Eh bien, merci beaucoup. Merci Marta de Cidrac d'avoir répondu à nos questions en direct sur Public Sénat. Merci à vous, Quentin, pour cette réaction. Et on continue d'ailleurs les réactions, mais cette fois au plan Borloo annoncé ce matin à Matignon. On vous retrouve, Nora Hamadi, toujours en direct du gymnase Jean Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris, où se tiennent les états généraux de la ville. À vos côtés, Marc Villemot, c'est le maire de la Seine-sur-Mer, président de Ville et Banlieue.
Effectivement, Delphine, et Marc Villemot, donc, qui est à côté de moi, a travaillé beaucoup ces derniers mois avec Jean-Louis Borloo pour justement ce rapport qui a été remis ce matin à Matignon. Alors maintenant que ce rapport est remis, c'est la première étape, si je puis dire. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez de Jacques Mézard, Julien Denormandie qui sont présents cet après-midi et plus largement du président de la République? Alors, c'est le président de la République qui a commandé le rapport, donc c'est à lui qu'il va bien falloir qu'il soit transmis. Bon, même s'il a été remis ce matin au Premier ministre, mais on peut comprendre qu'avec les déplacements aux États-Unis du président de la République, ce ne soit pas de chose simple. Si j'aborde cette question-là par ce biais-là un peu anecdotique, c'est que ça prend du sens tout de même que après le tapage, on pourrait dire que les élus, les responsables associatifs avons fait à l'automne dernier, après le terrible été meurtrier pour la politique de la ville que nous avons connu, le président de la République nous a reçus, a pris l'engagement solennel devant nous, mais également devant le peuple de France, d'essayer d'ouvrir une deuxième saison de la réponse républicaine à apporter aux quartiers populaires prioritaires de notre pays. Il lui appartient donc désormais bien de l'analyser, ce rapport, pour peut-être d'en discuter encore avec nous, s'il y a besoin que nous apportions des précisions, et puis ensuite que l'exécutif, sous l'autorité du Premier ministre, et comme vous le releviez, des ministres et secrétaires d'État en charge de la cohésion des territoires, et d'autres, probablement, il faut une mobilisation générale de l'ensemble des départements ministériels, et bien qu'il y ait une traduction qui puisse être faite opérationnelle, concrète, pluriannuel, certainement. On ne va pas régler le problème dans le cadre de l'année budgétaire 2018. C'est un travail de long terme qui doit pouvoir être engagé, mais qui ne doit pas tarder à être engagé. 48 milliards, c'est le chiffrage du plan Borloo et du rapport donc, qui a été remis ce matin. Est-ce que ce n'est pas un peu un vœu pieux que d'espérer 48 milliards, même si c'est sur du pluriannuel? Et selon vous, quelle est la mesure la plus emblématique à mettre en œuvre le plus rapidement possible? 48 milliards sont nécessaires. Si on le fait sur 10 ans, ça fait 5 milliards d'euros annuels. C'est rien. C'est rien. Qu'on ne me dise pas que la France, pays parmi les plus riches de la planète, ne serait pas capable de mettre sur la table, tout cofinancement confondu, 5 petits milliards d'euros par an pour juste simplement éviter que 8 à 10% de ses habitants se trouvent à devoir rester sur le bord du chemin d'une République qui, constitutionnellement, je le rappelle, est une et indivisible. Donc, budgétairement, c'est peanuts pour ce qui nous concerne. C'est l'analyse, en tout cas, que nous en faisons. Vous me demandez quelle mesure principale doit être entreprise. C'est un peu difficile à dire parce que c'est une globalité, ce rapport. Les 19 points qui ont permis d'organiser les propositions, les prescriptions qu'a formulé Jean-Louis Borloo, ça a du sens. On parle de la toute petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle. La clé, en tout cas, de voûte de l'édifice, c'est l'emploi. Tout ce qui concerne la formation, l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi, c'est l'élément majeur. Écoutez, merci beaucoup et bien entendu, nous suivrons les décisions, comment le président de la République tranchera dans les prochaines semaines. Voici Delphine, donc les premières réactions. Marc Villemot, donc maire de la Seine-sur-Mer et président de l'association Ville et Banlieue. Merci à vous Nora. C'est aujourd'hui qu'a lieu le premier DUOD sur l'ensemble du territoire français. Le principe, proposer à des personnes en situation de handicap une immersion en entreprise en duo avec un salarié valide. Emmanuel Macron et plusieurs ministres devraient montrer l'exemple. Ce dispositif doit alerter sur les freins qui pèsent toujours sur l'emploi des personnes handicapées. À Paris, le Café Joyeux emploie des personnes en situation de handicap pour changer le regard des autres. Flora Sauvage. À première vue, rien ne distingue le Café Joyeux des autres établissements de ce quartier d'affaires de la capitale. Mais ici, on a choisi d'offrir une autre vision du handicap. Là-bas, il y avait des traces sur la table derrière, au fond. Ah, d'accord. Qu'ils soient trisomiques, autistes ou porteurs d'un trouble cognitif, les 20 salariés travaillent au service ou en cuisine. Je t'appellerai si on fait la poubelle aujourd'hui. Peut-être qu'on la fera demain, la poubelle. Ok ? On a vocation à être rentable comme toute structure. On fait un pari assez audacieux qui est lié en fait à notre objectif premier au Café Joyeux, qui est de mettre dans l'emploi des personnes qui trop souvent en sont privées, en l'occurrence des personnes porteuses de handicap. Garance fait partie des 3 encadrants qui veillent sur l'équipe. Ici, tout est fait maison et cuisiné sur place. J'adapte
les mises en place que j'ai à faire en fonction des personnes que j'ai au moment de la journée. Donc par exemple, mon équipe du soir est plus autonome. Donc c'est vrai que je fais en sorte que la pâtisserie soit faite le soir. Le matin, Diana aide Garance en cuisine à préparer les sandwichs. J'adore la cuisine en fait. C'est ma passion. Pour Guillaume, victime de troubles autistiques, travailler au Café Joyeux est une chance. Je suis très content de travailler chez Joyeux et ça me permet de redémarrer dans la vie, quoi. 2 semaines après l'ouverture du café, les clients sont au rendez-vous. Je trouve ça excellent par nature, parce que on sait que les personnes atteintes d'un handicap, il faut aussi qu'ils aient une activité, et une activité quand même renouvelée, entre guillemets, quotidiennement. Alors que 35% des personnes porteurs de handicaps mentaux sont sans emploi, le Café Joyeux fait figure d'exception dans un monde du travail souvent frileux à l'idée d'embaucher des personnes autistes ou trisomiques. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Martine Vigneault. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Bienvenue à vous. Édouard de Broglie est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le PDG du restaurant Dans le Noir. Vous allez nous en parler dans un instant. Merci à vous. Emmanuel Constant est également sur ce plateau. Bonjour monsieur, vous êtes président de l'ADAPT. C'est l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Zetoun. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de l'association des paralysés de France. Non, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, je vous rectifie. Vice-président de l'APF France Handicap. Oui. Nouveau nom. Depuis le 18 Vous avez raison de le avril. souligner. Je voudrais avoir votre sentiment, Jacques Zetoun, sur cette initiative gouvernementale, sur cette journée du duo D. Ça existait déjà depuis 2 ans. Certains départements l'avaient mise en place. Qu'est-ce que vous en pensez? On est dans la communication ou ça a un réel impact pour changer justement le regard des autres sur l'emploi des personnes handicapées? Non, ça ne devrait pas être de la communication. À mon avis, c'est une opportunité formidable pour la rencontre. Parce qu'au-delà des discours, je pense que la rencontre est une aventure humaine intéressante. Et là, pour le coup, ça permet de faire tomber des idées reçues, les représentations erronées sur les personnes en situation de handicap. Et dans ce cas-là, on ne voit plus le handicap, mais on a une relation avec une personne. Et je pense que c'est une très bonne initiative pour sensibiliser, pour informer les personnes sur les employeurs notamment, sur les personnes en situation de handicap. Martine Vigneault, puisqu'on le rappelle, les personnes en situation de handicap ont 2 fois plus de chances de connaître, de malchance de connaître le chômage, malgré la loi de 87 qui a été renforcée en 2005 dans la fonction publique avec une obligation d'emploi de 6%. Ce n'est toujours pas respecté, cette loi aujourd'hui? C'est pas une question de respect ou pas respect de la loi. Je crois que effectivement, on a les outils pour faire en sorte que tout le monde puisse intégrer l'emploi. Ceci dit, c'est une question de temporalité, dans la mesure où effectivement on a des personnes qui malheureusement ne sont pas très qualifiées, donc les employeurs n'en trouvent pas toujours l'offre, il n'y a pas d'adéquation entre l'offre et la demande, donc c'est des choses qui vont avancer progressivement, puisque la loi de 2005, elle, a rendu l'école obligatoire, ordinaire obligatoire, donc les choses vont avancer, parce que nos jeunes de 2005 sont quasiment arrivés au bac et donc on va trouver un vivier plus important. Ensuite, il y a une question de représentation. On a trop longtemps pensé que les personnes en situation de handicap ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas avoir des emplois les mêmes que les valides, si on adapte les postes si nécessaire. Donc on est sur le bon chemin. Tout ça maintenant est pris en compte. En plus, les choses sont beaucoup plus lisibles maintenant avec une secrétaire d'État chargée des personnes handicapées au niveau du Premier ministre, rattaché au niveau du Premier ministre. C'est très important parce que ça permet que tout le gouvernement et tout l'interministériel prennent en charge
la situation et donc c'est une aventure qu'il faut poursuivre. Ouais. Édouard de Breuil, on parle de ce regard sur les personnes en situation de handicap. Racontez-nous un peu l'aventure, vous, de votre restaurant dans le noir. Alors nous, on a commencé il y a une quinzaine d'années. On est déjà plus une société très innovante. On est passé plus dans la case un peu institution. Donc on a créé le premier restaurant dans le noir à Paris en 2004. Aujourd'hui, on en a 9 dans le monde. On est en Angleterre, en Espagne, en Russie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, enfin un petit peu partout. Quel est le concept alors ? Alors le concept, c'est que donc, vous venez dîner dans le noir absolu, guidé et servi par des personnes non-voyantes. Donc c'est une expérience formidable, d'abord parce que vous redécouvrez la nourriture comme vous l'avez jamais découvert. C'est des menus surprises, donc il faut deviner ce qu'on mange. C'est pas évident. Je sais qu'il y a des gens sur le plateau qui ont fait l'expérience, donc ils savent que c'est pas évident. Les gens confondent le thon et le veau chez nous, donc c'est pas évident. Bon, c'est aussi de grandes tables d'hôtes plutôt que de petites tables. Donc on est assis à côté de gens qu'on connaît, puis à côté de gens qu'on connaît pas. C'est donc l'obscurité en fait libère la parole, tue la timidité, donc c'est vraiment une expérience intéressante. On rencontre des gens sans a priori. Et puis la dernière chose, c'est qu'on est guidé par une personne non voyante et que ça, c'est une expérience absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est formaté pour l'aider à traverser la rue et là, on est accroché à lui ou elle pour survivre dans cet environnement hostile. Voilà. Donc tout le monde y trouve un petit peu son compte. Les gens le perçoivent un petit peu différemment. Les gens qui ont des personnes handicapées dans leur famille, évidemment, le vivent de façon peut-être un peu plus émotionnelle. Mais tout le monde y trouve son compte. On peut venir pour s'amuser. On peut venir, voilà, c'est quelque chose d'assez gai, d'assez convivial. Et c'est une rencontre. Vous disiez que la rencontre est quelque chose d'important. Je pense que ça, c'est vraiment un endroit où on se rencontre. Et voilà. Donc ça a connu un succès très important en France, ce qui nous a permis de nous développer à l'étranger, puisque nous appartenons au milieu ordinaire. Nous n'avons aucune aide, aucune subvention. Donc voilà. Et nous avons 50% de personnes en situation de handicap. Donc je vais souvent témoigner dans les écoles de commerce pour dire que, voilà, c'est à toutes les entreprises qui n'arrivent pas à atteindre les 6%, nous on a 50% et on est plus rentable que beaucoup d'autres entreprises. Donc il n'y a pas de lien entre handicap et sous-performance. Ouais. Emmanuel Constant, alors pourquoi Édouard de Breuil parvient, lui, à ce taux de 50% alors que la plupart des entreprises n'y arrivent pas, n'atteignent pas les 6%? Les choses progressent, mais c'est vrai qu'il y a besoin d'aller plus loin. Et à l'ADAPT, nous organisons depuis 15 ans la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées pour véritablement pousser au mois de novembre. Et je trouve que le Duodet aujourd'hui, ça va tout à fait dans ce sens. C'est une initiative formidable de Sophie Cluzel et l'opération nationale pour la première fois cette année. Elle va montrer combien c'est important que les personnes handicapées puissent accéder à l'emploi. C'est important aussi que les entreprises puissent accueillir des personnes handicapées. Elles les accueillent pourquoi ? On me dit mais pourquoi ? Quel est l'intérêt ? On voit tous les inconvénients qu'il peut y avoir, puisqu'il y en a parfois quelques-uns. Mais quel est l'intérêt ? L'intérêt d'abord, c'est la compétence. Les personnes qu'on recrute, c'est parce qu'on en a besoin pour leurs compétences. C'est pas parce que elles ont un handicap, etc. Donc ça, c'est important. Et puis, ça a souvent un aspect très positif au niveau du climat dans l'entreprise. Les autres salariés qui se plaignent de ceci, de cela, des petits bobos. Et puis, on voit la personne handicapée qui arrive. Moi, j'ai fait l'expérience dans mon service au ministère des Finances, secrétaire sourde-muette ou une personne qui a des problèmes psychiques. À ce moment-là, on voit que la personne est en difficulté, mais qu'elle travaille, qu'elle fait souvent son travail extrêmement bien, elle est fidèle à son employeur, et donc ça crée une dynamique qui est positive. Donc c'est pour ça que cette découverte de l'entreprise, c'est bon pour les entreprises, pour les salariés, ça peut changer le regard sur le handicap des uns et des autres. Et puis, bien entendu, ça fait accéder à l'emploi, au travail. À l'ADAPT, nous nous battons parce que nous estimons que le travail, ça fait partie de la pleine citoyenneté des personnes. Alors, moi, je peux témoigner, par exemple, que j'ai très peu de turnover, ce qui, dans le milieu de la restauration, est quelque chose de très important. Et j'ai des gens très impliqués aussi. Donc, moi, je n'ose pas dire que j'ai moins de problèmes avec la partie handicapée de mon personnel qu'avec l'autre. Alors, on sait qu'une loi est en préparation dans le cadre de la liberté, de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Sophie Cluzel s'est exprimée ce matin chez nos confrères et nos consoeurs de RTL. Elle va proposer des mesures de simplification pour l'embauche des personnes handicapées. On l'écoute. Une entreprise sur 3 répond à l'obligation de 6%. Il y a un quota. Un quota, c'est une contrainte. Un quota, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de surmonter ce frein culturel qui existe en France pour l'emploi des handicapés? Beaucoup de pays d'Europe ont un quota. Aujourd'hui, 30 ans après la loi de 87, au lieu d'être à 6%, nos entreprises sont à 3,5%. Donc on ne voit pas que c'est assez. C'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie positive. C'est pour ça que j'ai lancé la grande réforme sur la concertation. On est en train de concerter pour pouvoir
réformer l'obligation d'emploi, en faire quelque chose de beaucoup plus simple pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est hyper complexe. Quand vous faites une déclaration, vous avez 80 items. 80 questions administratives auxquelles les patrons doivent répondre pour avoir l'autorisation d'emploi. 80. Non, c'est pas pour avoir l'autorisation, c'est pour déclarer. Pour le déclarer. Fait, voilà, le Donc fait c'est qu'ils complètement emploient. dissuasif. Oui, c'est beaucoup trop lourd. Décourageant. Administrativement, c'est décourageant. On va simplifier et on travaille justement avec Muriel Pénicaud pour simplifier. Jacques Zetoun, comment réagissez-vous à ces propos? C'est très compliqué, justement, aujourd'hui, trop compliqué pour les entreprises d'employer des personnes en situation de handicap. Il faut absolument simplifier la loi. Oui, simplifier, mais ne pas non plus la vider de son sens. La vraie question, c'est celle-là. C'est que nous avons participé avec Martine Vigneault, avec Manuel Constant, à cette concertation, entre guillemets, sur la rénovation de la politique d'emploi qui se fait en 2 volets. Nous avons participé au premier volet et finalement, ça a été un peu compliqué parce que nous avons avancé à marche forcée et on a été attentifs autant que possible à ce que le taux de 6% soit maintenu dans la loi, qu'il soit dans la loi et que les mesures de simplification ne soient pas des mesures qui, finalement, donnent aux entreprises une possibilité soient incitatives, finalement, et plutôt que contraignantes. Parce que on sait très bien... Ça ne marche pas, la contrainte. L'incitation marche dans certains cas. Il y a des entreprises très vertueuses. Mais dans la majorité des cas, non. Je pense notamment aux pénalités et à la surcontribution pour des personnes qui n'emploient pas de personnes handicapées. On a donc essayé de nous dire qu'il fallait plutôt inciter. Et on a fait le constat que les surcontributions permettaient justement aux entreprises de recruter plus de personnes handicapées, sachant que, vous savez sans doute, que le taux d'emploi des personnes handicapées est faible. Il est de 3,7% dans le privé. Dans le public, il serait de plus de 5%, mais enfin, si on fait une comparaison à critères égaux, il n'est pas loin de celui du privé. Donc, il faut faire en sorte que ce taux augmente. Martine Vigneault, en revanche, Sophie Cluzel a estimé bien que l'obligation d'emploi des personnes handicapées ne sera pas à hauteur de 6% du total des effectifs, ne sera pas étendue aux entreprises de moins de 20 salariés. Là, c'est un recul de la part de la ministre? Ce que je peux dire, c'est que moi, je le regrette fortement. En tout cas. Et le CNCPH que j'anime le regrette également. Ce taux de 6%, effectivement, comme l'a dit mon collègue, nous avons tenu à ce qu'il soit dans la loi. Pourquoi ? Parce que on n'y est pas encore et pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux comme paramètre pour quantifier cela. D'autant plus qu'il y a une clause de revoyure dans les 5 ans qui viennent. Je pense que s'accrocher à ce taux, on aurait préféré, y compris le taux de prévalence des personnes handicapées dans la société. Ça aurait été beaucoup plus juste. Ceci dit, on a d'autres problèmes parce que, ok, la ministre... La simplification, ça va dans le bon sens. Hein, oui, oui, encore que la simplification, elle va beaucoup sur l'emploi ordinaire. Il y a encore beaucoup de choses à voir dans cette loi pour que la simplification soit totale, parce que, vous savez, c'est une chaîne, un maillage avec les différentes étapes qu'il faut simplifier. Et il y a une volonté forte sur l'emploi ordinaire, moi j'en conviens. Cependant, cette loi, il n'y a pas que la partie handicap. Il y a toute la partie qui concerne la formation, où on ne voit rien de... Les personnes handicapées sont un peu oubliées de ce volet, c'est ce que vous dites? Ils sont partout, mais il n'y a rien au niveau des mesures spécifiques. Pourtant, de temps en temps, il y a besoin... certes du droit commun et tout ce qui va dans le droit commun est bon, mais
Parfois, il faut prévoir des mesures spécifiques parce qu'il faut des abondements, parce que la formation des personnes en situation de handicap peut être plus longue, avec des documents plus pédagogiques plus adaptés, etc. etc. Et tout ça, il faut pas l'oublier. Alors, Emmanuelle Constant, vous, qu'est-ce que vous attendez de cette loi? On sait qu'elle est préparée avec Muriel Pénicaud dans La liberté de choisir son avenir professionnel. Il y aura 6 articles consacrés au handicap. Oui, il y aura 6 articles. Peut-être qu'il y aura des amendements, qu'il y en aura un peu plus sur un certain nombre de points. Mais ce qui est important, c'est de bien réaffirmer l'objectif, avec ce taux de 6% qui est un taux un peu emblématique et qui n'est pas atteint. Donc il faut avancer. Ce qui est important aussi, c'est que ceci soit axé 6%, que ce soit vraiment la règle pour tout le monde, au moins pour les entreprises de plus de 20, mais il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises de moins de 20 salariés qui ont des personnes handicapées. Donc ça, c'est important. Les PME le font déjà, il faut les inciter à faire plus. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut, c'est que ce soit l'emploi direct et non pas par des systèmes d'accords d'entreprise, des systèmes d'exonération, d'exemption qui font qu'il y a des secteurs entiers qui échappent complètement à l'obligation d'emploi. Et ceci n'est pas normal. Il y a une question quand même d'équité et ça permettrait d'embaucher. Quel secteur, par exemple, Emmanuelle Constant? Par exemple, le secteur de l'intérim. Alors que l'intérim peut être, les missions d'intérim, c'est quelque chose qui est particulièrement adapté aux personnes en situation de handicap. Voilà. Alors ceci doit être négocié avec les branches professionnelles, etc. Et c'est pas évident, bien entendu. Mais je pense que là, on peut progresser au niveau des accords également. Il faut voir si des accords peuvent permettre de ne pas recruter. Ça paraît quand même tout à fait bizarre. D'autant que beaucoup de dispositions qui sont applicables ne sont pas contrôlées. L'Inspection générale des affaires sociales l'a montré. Donc ça me paraît très important. En matière de formation, je voudrais insister, parce qu'à l'ADAPT, on se bat beaucoup là-dessus, sur l'importance des formations en alternance et de l'apprentissage pour les personnes et les jeunes en situation de handicap. Sur le terrain, c'est un très bon moyen. Vous prenez, Edouard De Breuil, des personnes en apprentissage, par exemple? Oui, enfin, moi, je voudrais dire 2 choses. La première chose, c'est que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il est hors de question d'aller mettre sur le dos des PME aujourd'hui qui sont écrasées par les déclarations administratives et par les contraintes, d'élargir la loi sur le handicap. Au contraire, je pense qu'il y a un problème dans la loi handicap, c'est que ce n'est que coercitif, c'est-à-dire que c'est que de la punition. Il n'y a aucun encouragement. Par exemple, les entreprises qui emploient plus de 6%, qui donc sont accueillantes pour les personnes handicapées, où les personnes handicapées pourraient s'épanouir de façon beaucoup plus intéressante, ces entreprises-là ne sont pas du tout encouragées. Donc moi, avec un collectif qui s'appelle Intouchables mes citoyens, on recommande au contraire d'élargir la loi et de permettre aux entreprises qui emploient plus d'avoir une sorte de bonus et d'élargir à ce moment-là le bonus aux PME, mais pas le malus. Parce que vous n'allez pas mettre sur le dos des PME qui ont déjà du mal à se développer et à survivre une obligation aussi lourde. Donc je pense que ça, c'est un point. Et le dernier point que je voulais dire, parce qu'on est à la chaîne parlementaire, c'est que c'est très bien tout ça de voter des lois sur les 6%, mais il faudrait aussi que les élus réfléchissent à la représentation des personnes handicapées à l'Assemblée. Je vous rappelle que sur les assemblées, le pourcentage, il est ridicule. Donc il y a un colloque le 11 juin en Bretagne, à Kerpap, où il y a déjà quelques députés qui sont inscrits, il n'y a pas de sénateurs. Je les invite à nous rejoindre parce que la représentation des personnes handicapées à l'Assemblée et au Sénat mérite d'être posée. On ne peut pas voter des lois pour les autres et pas s'appliquer à soi-même les règles qu'on veut imprimer aux autres. C'est important et le rendez-vous est pris. Jacques Zetoun, justement, sur cet aspect de mesures incitatives, il faudrait des bonus, ça peut être une piste? C'était une des pistes qui a été effectivement étudiée. Moi, je ne suis pas complètement opposé, mais il faut voir dans quelles conditions on mettrait en place ce dispositif. Il faut pas parce qu'il y a des entreprises vertueuses qui dépassent les 6%, mais qui le font sans bonus. Ça n'est pas obligatoire. Donc, il faut voir. Il avait été proposé des bonus et des malus. Donc évidemment, les malus, vous êtes contre, mais je suis contre les PME. Non, mais il faut savoir que les PME, si elles le contribuent, c'est à partir de 17 salariés. En dessous de 17 salariés, elles ne contribuent pas. Elles ne contribueraient pas.
C'est ça qu'il faut techniquement. maintenir. Techniquement, hein, c'est ce que je veux dire. Si on généralise, techniquement, c'est un salarié pour 17 au moins, voilà, compte tenu des arrondis. Donc, je voudrais juste dire une chose, c'est que dans le parcours professionnel des personnes en situation de handicap, il n'y a pas que l'accès à l'emploi. Il y a la prévention de la désinsertion. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que il y a de très nombreuses personnes, 90 personnes qui sont en inaptitude, qui sont licenciées. Et ça, c'est une vraie question. Donc, il faut savoir comment faire pour éviter ce licenciement. Il faut qu'il y ait notamment, vous parlez de CarePap, et à CarePap, vous avez le docteur Bunel qui a créé l'association, la société Comet France, qui permet de prendre en charge de façon très précoce les personnes chez qui survient un handicap pour éviter cette désinsertion. Donc, il y a des dispositifs à mettre en place là-dessus. Et sur l'accueil des personnes en situation de handicap des entreprises, ce qu'il faut, c'est sensibiliser, informer les DRH et le collectif de travail. Parce qu'il y a souvent une méconnaissance, une représentation des personnes en situation de handicap chez laquelle on sous-estime les capacités et on surévalue les incapacités. Et ça, c'est une vraie question. Une vraie question. Et cette rencontre, on parlait de Dioday, et permet justement de changer ce regard. Changement de regard, c'est quelque chose de très important. Eh bien, merci. Merci à vous, Jacques Zetoun. Merci, Martine Vigneault. Merci, Édouard de Broglie. Et merci, Emmanuel Constant, d'être venu sur ce plateau. Merci à tous les quatre pour vos témoignages. Merci. Avant de fermer cette édition, on va retourner à Paris, dans le gymnase Jean Jaurès. Vous le savez, c'est aujourd'hui que Jean-Louis Borloo a remis son rapport très attendu sur les banlieues au Premier ministre Édouard Philippe. On va retrouver Nora Madi sur place pour la réaction du ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Oui Delphine, je suis actuellement avec Jacques Mézard, le ministre chargé de la cohésion des territoires. Jacques Mézard, donc le rapport Borloo a été remis ce matin. Est-ce que le gouvernement est prêt à aller aussi loin que les préconisations du rapport Borloo pour venir en aide aux quartiers populaires ? Comme vous venez de le dire, le rapport a été déposé ce matin, remis au Premier ministre. Moi, je me réjouis d'avoir proposé que le président de la République confie cette mission à Jean-Louis Borloo, qui a beaucoup travaillé. D'abord, il fait un constat sur la situation des quartiers, sur ce qui s'est passé ces dernières années, sur la nécessité d'agir. Et puis il fait un certain nombre de propositions. Le gouvernement va les étudier. Le président de la République et le Premier ministre s'exprimeront dans les prochaines semaines. Moi, personnellement, je n'ai pas d'a priori. Il y a un certain nombre de sujets d'ailleurs sur lesquels nous avons déjà travaillé. Et Jean-Louis Borloo, on a beaucoup échangé avec lui. Il y avait aussi la nécessité de faire de la question de ces territoires en difficulté un véritable enjeu national. Moi, je le dis constamment, il y a une situation qui est le résultat d'une responsabilité collective de nous tous, de tous les gouvernements successifs depuis des années. Il y a des déséquilibres territoriaux, donc des concitoyens qui ont plus de difficultés dans certains territoires que dans d'autres. C'est vrai dans un certain nombre de quartiers politiques de la ville. Il y a une 60aine de quartiers en très grande difficulté, 15 quartiers en état de très très grande difficulté. Il est nécessaire d'agir plus rapidement. Il y a aussi des territoires ruraux qui sont en déprise et auxquels il faut penser parce que l'équilibre territorial, c'est aussi ça. Donc notre souci, c'est de trouver des solutions pour accélérer les choses dans ces territoires les plus en difficulté. Mais quand ces solutions, Jacques Mézard, quand est-ce que le président de la République va trancher sur la question ? Dans les prochaines semaines, mais je tiens à dire qu'il y a déjà un certain nombre de propositions qui ont été mises en application. Je pense au dédoublement des classes en CP, je pense à la police de sécurité au quotidien. J'étais ce matin au Mirail et on enclenche la police de sécurité au quotidien au Mirail le 1er septembre avec 30 agents de plus, vraiment consacrés à cette mission de sécurité dans ces quartiers, sur un quartier de 30 000 habitants. Nous avons aussi lancé avec Muriel Pénicaud les emplois francs et ça commence vraiment bien, les emplois francs dans les quartiers prioritaires parce qu'on a un vrai souci d'emploi. Il n'est pas normal que dans ces quartiers, il y ait 2,5 fois plus de chômeurs qu'ailleurs et que des diplômés ne trouvent pas d'emploi. Il y a de la discrimination, il faut le dire. Donc il y a déjà des mesures qui ont été prises et qui sont
en concordance avec un certain nombre de propositions faites par Jean-Louis Borloo. Et puis, il a aussi des propositions qui peuvent être un peu disruptives sur le fonctionnement de l'ANRU. C'est lui qui l'a créé. Il trouve aujourd'hui que l'évolution de l'ANRU a été trop compliquée. On va voir quel remède on peut y apporter. Dernière question rapidement, Jacques Mézard. Qu'avez-vous à répondre à ces maires et à ces collectivités qui estiment avoir été maltraités par le gouvernement sur cette question? Écoutez, il y a toujours des postures en politique. Moi, je ne fais pas le procès de ce qui s'est passé avant. Je crois qu'en matière de baisse de dotation, il n'y en a pas beaucoup qui ont des leçons à donner, de quelque nature que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action et c'est d'essayer d'apporter des solutions concrètes à nos concitoyens. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Public Sénat. Voilà, depuis le gymnase Jean Jaurès. Merci à vous, Nora, pour toutes ces réactions. Et puis, Rebecca Fitoussi reviendra également largement dans son édition d'On va plus loin à 18h30 sur ce plan Borloo. C'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes à vous sur Public Sénat.